Bien le bonjour. Cette vidéo est la 5e partie de la longue théorie de One Piece que vous trouverez sur ma chaîne. Nous verrons ainsi tous les éléments que je n'ai pas eu le temps d'aborder lors de mes précédentes vidéos. Vous êtes prêts? C'est parti. Au chapitre 443 de One Piece, Brook explique qu'il a mangé le fruit du Yomi Yomi no Mi, le fruit de l'âme, et qu'après sa mort, il a erré pendant une année avant de retrouver son corps. Ce qui est important de signaler dans cette scène est que l'âme de Brook descend du soleil comme nous le voyons dans le dessin. Cela explique ainsi que tous les fruits du démon proviennent du soleil Rei, comme je l'ai expliqué lors de mes précédentes théories. Plus frappant encore, on peut voir que l'âme de Brook suit le même cheminement d'un fruit du démon à la recherche de son prochain fruit dans lequel se réincarner, montrant ainsi que les fruits du démon sont en réalité attachés à des âmes, des entités divines comme je l'ai dit précédemment pour Horus et Nika, et qu'elles se réincarnent sans cesse. Ces âmes sont ainsi une part de la source d'énergie censée être infinie du soleil Rei, qui a été créée avec des fleurs de lotus, mais qu'à cause de Nika qui a touché au soleil et qui lui a pris une part de ses pouvoirs, l'énergie du soleil s'est retrouvée dispersée et a diminué, ce qui explique pourquoi Im-sama, alias Pelle le Faucon, tue des humains en masse pour alimenter le soleil avec des âmes. En effet, Brook dit que son âme devait aller en enfer, soulignant le fait qu'il a fait d'horribles choses dans le passé, mais plus encore, cela nous indique que le soleil Rei est ainsi une prison pour les âmes, ceci car Pelle le Faucon est allié avec Shaka le Chacal, qui est Anubis, et dont le pouvoir lui permet d'intercepter les âmes avant qu'elles n'aillent au paradis ou en enfer et de décider de leur destination. On peut donc en conclure qu'Anubis a le pouvoir de récolter les âmes des morts, ainsi que de leurs fruits du démon, comme l'a déjà fait Barbe Noire ou encore Charlotte Linlin, alias Big Mom, et de les donner à manger au soleil afin qu'ils continuent de se lever. Comme l'ont dit Shaka et Pelle lors du chapitre 207, encore une belle journée ensoleillée. Shaka et Pelle ont d'ailleurs essayé de causer un grand massacre à Alabasta, en essayant de convaincre le roi Cobra de mener la guerre aux rebelles. Fait aussi très important lors de la première apparition de Brook, est le fait qu'il a perdu son âme et qu'à cause de cela, les rayons du soleil lui sont mortels. Cela nous rappelle également la maladie de Bonnie qu'elle a eue à cause des expérimentations de Saturne sur sa mère Ginny, qui a également eu la maladie. On comprend alors que les démons sont sensibles à la lumière du soleil et c'est la raison pour laquelle ils vivent dans Impel Down, où il ne fait jamais jour. Gecko Moria est l'un des rares à avoir surmonté cette faiblesse grâce à son fruit de l'ombre et qui a pu participer à la bataille de Marineford, tandis que les 5 doyens sont apparus après que des nuages ont couvert le ciel. Cela nous indique qu'ils viennent en réalité du plus profond de la Terre, là où est l'arme antique Pluton, c'est-à-dire au 7e niveau de Impel Down. Les démons ne dorment d'ailleurs jamais, ce qui renforce ma théorie sur le sang mêlé de Barbe Noire. En parlant de Impel Down, cette prison ressemble énormément à l'usine dans la fresque sur Elbaf. Sans doute car il s'agit d'une reproduction de ce qui s'est déjà produit auparavant lors du premier monde et que Im-sama, alias Pelle le Faucon, tente de reproduire dans la planète bleue. En effet, comme on peut le voir lors de l'arc de Impel Down, les prisonniers du 4e étage portent du bois, sans doute du bois d'arbre d'Adam, qu'ils jettent dans le feu qui chauffe la marmite de sang. Dans cette dernière, des prisonniers sont jetés également afin de mourir. Toutefois cela fait également partie du plan de Im-sama, qui s'en sert pour produire de l'énergie pour le soleil Rei avec le bois d'Adam et les âmes des prisonniers. Point très important à noter d'ailleurs, est que Magellan dit que si des utilisateurs de fruits du démon tombent dans le lac de sang, c'est-à-dire la marmite de sang, ces derniers mourront. On comprend alors que le bois d'Adam, et donc l'arbre d'Adam, est à l'origine de la faiblesse des utilisateurs de fruits du démon. Comme je l'ai dit lors de mes précédentes vidéos, les habitants de Bilka ont utilisé les fleurs de lotus du mont pyramidal, qui est l'arbre d'Adam, ceci afin de créer de l'énergie dans le premier monde et ont été maudits par l'arbre d'Adam à cause de cela. Et comme l'histoire se répète, on comprend que les petits personnages qui portent des fleurs de lotus sont des prisonniers esclaves, qui travaillent jusqu'à la mort, ceux-ci étant représentés par des auréoles au-dessus de leur tête lorsqu'ils quittent la prison-usine. Leur âme est d'ailleurs récupérée sous la forme d'une fleur de lotus ou plutôt d'un fruit du démon, sans doute car on leur a donné le pouvoir d'une fleur de lotus pour qu'ils en deviennent le réceptacle. Afin de faire d'eux des êtres qui se réincarnent sans cesse sous la forme d'un fruit du démon. Les fruits du démon seraient ainsi des esclaves prisonniers dont on se sert de leur pouvoir obtenu au moyen de fleurs de lotus. Toutefois, certains fruits sont assez puissants pour prendre le contrôle de leur hôte, comme l'ont fait les bêtes démoniaques à Impel Down. On notera que Horus, alias Pelle le Faucon, a aussi dû prendre le contrôle de son hôte, qui devait être un personnage important lors du siècle oublié. Nika n'a quant à lui pas réussi car la volonté de Luffy est trop puissante, comme mentionné lors de l'arc de Thriller Bark, lorsqu'il a pu accueillir 100 ombres en lui, alors que les autres personnes ne peuvent en encaisser que 1 ou 2. Pour en revenir aux fruits du démon de type Zoan, dans leur forme éveillée, ils sont tous des fruits mythiques divins,
appartenant à d'anciens esclaves devenus immortels et qui restent esclaves de leur réincarnation. Leur forme éveillée est d'ailleurs caractérisée par une sorte d'étole autour de leur dos, comme celle de la princesse sirène Poséidon, qui est de rang divin, puisqu'elle est la déesse de la mer. Pour continuer avec Brooke, ce dernier chante la fameuse chanson du nom. La performance d'une vie. Cette chanson est extrêmement importante, puisqu'elle est connue des pirates, qui la chantent. Cette chanson est en réalité la chanson que chantait Joy Boy, lorsqu'il était lui-même livreur pour l'usine-prison de la Fresque, soit Impel Down. En effet, selon la musique, le travail de ce dernier était de livrer le saké de Bink tous les jours à l'usine dans sa barque, comme celle que l'on voit sur la fresque. Puis la chanson nous explique que Joy Boy a quitté sa ville natale, d'où provenait le fameux saké. On en conclut alors que sa terre natale s'appelait Bink et que Joy Boy naviguait effectivement sous le pavillon de tête de mort ressemblant à la forme de son île, que l'on nomme désormais Jaya, mais qui se trouvait avant à Enies Lobby, puisqu'il dit naviguer au fond des profondeurs salées. Joy Boy quitta ainsi sa ville natale et alla naviguer vers les confins de la mer. Puis on apprend que Joy Boy naviguait sur une mer déchaînée et qu'il a failli y mourir. Ceci car il a dû traverser le Nouveau Monde pour arriver à Impel Down. On apprend également qu'il avait des rêves qu'il voulait réaliser malgré son travail de livreur de saké, ce qui nous rappelle son rêve d'être roi, plutôt le roi des pirates, c'est-à-dire le roi de Bink. Et point très important, Joy Boy dit que ses rêves dans la nuit partent et qu'ils ne se reverront plus jamais, mais qu'il ne doit pas être triste puisque la lune va se lever, d'où l'importance de la lune pour lui, puisque sa terre d'origine s'y trouve, étant celle de Nika, et c'est d'ailleurs elle qui s'appelle Bink, la fameuse cité lunaire rivale à Bilka. En effet, cette chanson nous explique que Nika a quitté sa terre natale sur la lune en mourant et est descendu sur la planète bleue pour devenir un pirate, en se réincarnant en tant que fruit du démon de Nika, et devenir Joy Boy, l'enfant de Jaya. Désormais, nous pouvons retracer ce qu'il s'est passé lors du premier, du second et du troisième monde avec plus de précision. Ainsi, lors du premier monde, Pell était esclave sur la terre, asservi par les humains avides de pouvoir, qui se servaient des fleurs de lotus pour transformer leurs esclaves en travailleurs puissants grâce au pouvoir Zoan, et en source d'énergie grâce au pouvoir Logia, et en éléments grâce au Paramecia. Seulement voilà, Nika descendit de la lune, plus précisément de sa cité Bink, étant lui-même un pirate de l'espace, et il finit par voler un bout du soleil Ray, créé grâce aux fleurs de lotus. Et tout comme Obélix qui tomba dans la marmite, Nika mangea une part de Ray et reçut un pouvoir extravagant, dépassant ce qu'un seul fruit du démon peut faire. Ensuite, dans la panique générale de l'attaque de Nika pour sauver les esclaves, il finit par sauver Pell l'esclave, et ce dernier croqua également un bout de Ray, lui conférant un pouvoir tout aussi extravagant que celui de Nika, soit le pouvoir de devenir Horus et de pouvoir créer à sa guise ce qu'il désire. Cependant, Pell exprimait également une grande haine des humains qu'il avait esclavagés et décida de les esclavager à son tour, en faisant perpétuer le cycle d'esclavage, mais cette fois-ci contre les humains. Nika n'accepta toutefois pas les actions de l'esclave qu'il avait libéré auparavant et déclara la guerre à Pell, qui n'avait pas la puissance nécessaire pour battre Nika et qui dut s'allier avec Shaka, son demi-frère esclave auparavant également, et qui avala également une partie de Ray pour aider Pell et devint ainsi Anubis. Anubis transforma alors son frère en démon comme lui afin qu'il devienne immortel et tous deux formèrent une alliance pour vaincre Nika, qui mourut à cause d'eux. Suite à cela, les ressources manquèrent sur Terre, puisque les fleurs de lotus s'épuisèrent et ainsi l'énergie de la Terre également, rendant les sols stériles. L'énergie solaire de Ray qui faisait tourner l'usine esclave s'affaiblissait d'ailleurs également, et les Bilkéens décidèrent de descendre sur la planète bleue. Une fois descendus sur la planète bleue, les Bilkéens créèrent la prison de Impel Down avec leur science et en firent leur royaume en reproduisant leur ancienne cité usine-prison. Ils commencèrent ainsi à commercer avec les autres espèces vivant sur la planète. Mais ils continuèrent d'esclavager des gens et à brûler du bois d'Adam afin de générer de l'énergie pour leur cité. Pell et Shaka n'avaient toutefois pas prévu que Nika se réincarnerait dans ce monde-là, mais la terre étant devenue stérile, aucun fruit ne pouvait pousser, et ainsi le fruit le plus proche poussa sur la planète bleue et fut retrouvé par Joy Boy. Ce dernier devint pirate à son tour, non pas un pirate de l'espace, mais de la mer cette fois-ci, et il voulut sauver les esclaves de Impel Down en affrontant Horus et Anubis, mais il perdit. Cependant, Joy Boy s'était lié d'amitié avec la déesse de la pluie Néfertari Dilili, ainsi que la déesse de la mer Poséidon, et grâce à leurs trois pouvoirs réunis, ils dispersèrent les poneglyphes, scindèrent les continents et firent augmenter le niveau de la mer. Le royaume de Bink est ainsi désormais sous la mer, sous la terre, pouvant être rejoint par le 7e niveau de Impel Down, puisqu'il se trouve dans le trou de Enies Lobby. Aujourd'hui, Luffy est le roi singe Sun Wukong, et hérite de la volonté de Nika pour libérer les peuples, mais il doit recruter tout le monde dans son équipage pour gagner contre Horus. Car ce dernier se sert de l'âme des autres pour nourrir le soleil qui lui donne son pouvoir,
puisqu'il est le dieu soleil également. Quant à Anubis, qui est le demi-frère de Horus, son adversaire est Roronoa Zoro, le frère d'armes de Luffy, mais qui détient également Enma, le roi des enfers. Si Anubis peut jouer avec les âmes, Zoro lui ressent l'âme des sabres, comme il a dit à Water 7. Maintenant que l'on sait tout cela, on peut se pencher sur l'avant-dernier chapitre de One Piece sorti, soit le chapitre 1150, Domi Reversi. Durant ce chapitre, Im-sama prend possession du corps de Gunko et cela car il a déposé sa marque également sur elle, la marque de pattes de faucon que possèdent les esclaves des dragons célestes. Ensuite, nous voyons Im-sama invoquer des fusils pour tirer. Cela nous rappelle les attaques de Pell lorsqu'il tire avec des mitraillettes sous sa forme faucon, alors qu'il ne porte aucune arme à feu sur lui. Point aussi très important, est la forme de démon qu'a le corps de Gunko à cet instant. On comprend alors que ce pouvoir vient de son corps qui a été ressuscité par Anubis et non de Pell le faucon, car ce dernier est en effet un faucon et a des ailes différentes avec des plumes, comme on peut le voir sur la fresque d'Elbaf. J'aimerais d'ailleurs que l'on revienne sur le cercle d'invocation qui ressemble à la couverture du tome 20 de One Piece. Ce dernier nous montre 5 personnages autour du cercle, qui sont Luffy, Smoker, Crocodile, Cobra et Koza. Karoo est quant à lui au centre pour nous indiquer que le vrai méchant lui ressemble, puisque c'est également un volatile et que c'est Pell le faucon. Quant aux 5 personnages, cela nous montre peut-être ses futurs adversaires à la fin de One Piece, qui seront Luffy, Smoker qui représente la marine, Crocodile qui représente la Cross Guild et donc les pirates, Cobra qui représente Nefertari Dilili, ainsi que Koza qui représente les révolutionnaires. Pour ce qui est de l'arme de Gunko sous l'emprise de Im-sama, celle-ci tient un trident, comme ceux des démons de Impel Down, ce qui nous montre qu'ils ont également reçu leur pouvoir par Im-sama en se faisant transformer en démons. En parlant du pouvoir de Im-sama de transformer les autres en démons, on peut voir un parallèle entre le pouvoir de Im-sama qui esclavagise ses sujets en les transformant de force en démons, tandis que Luffy sous forme Nika transforme les gens en personnes libres, comme il a fait avec Bonnie lors de l'arc Egghead. Le pouvoir de Im-sama est un mélange entre son pouvoir de création de Horus basé sur le fait que toute chose imaginable est possible, qui regroupe les pouvoirs de plusieurs fruits du démon mélangés, soit plusieurs fleurs de lotus, puisqu'il a également pris une part du soleil ray, cela mélangé à son pouvoir d'immortalité de démon et de transformation des gens en démons après avoir été lui-même souillé en se faisant transformer en démon par Anubis. Comme on le voit d'ailleurs, les autres démons transforment également leurs compagnons en démons. Ainsi, Luffy réunira à la fin de One Piece tous les utilisateurs de fruits du démon qui proviennent de sa part de soleil qu'il a prise au soleil ray, et ensemble ils combattront le pouvoir de Im-sama, qui regroupe les pouvoirs identiques de tous les fruits du démon déjà existants, mais en leur version Horus, soit en une version désormais démoniaque engendrée par Anubis. Im-sama crée d'ailleurs un livre capable d'invoquer certaines armes du passé, ce qui nous rappelle le fruit de Mondor, qui a un pouvoir similaire. Fait important sur les pouvoirs de ce fruit, et que toutes les choses et personnes entreposées dedans ne vieilliront jamais, comme le dit Big Mom. Mais encore plus important, Big Mom dit qu'il existe une expression qui dit un nouveau monde se cache à l'intérieur des livres. On peut ainsi penser que dans le livre de Im-sama se trouve tout un monde, tout son peuple d'autrefois qu'il a entreposé dans son livre et qu'il espère ressusciter un jour. Ce doit être d'ailleurs grâce à ce livre qu'il a transporté Impel Down depuis la Terre, jusqu'à la planète bleue. Chose aussi importante dans ce qu'a dit Big Mom l'orque de l'arc de Whole Cake Island, et qu'elle a en collection un griffon qui a trouvé sur South Blue. Les griffons sont dans la mythologie égyptienne les alliés de Horus contre Seth. Ce sont ainsi les Figarland, qui sont dédiés avec une forme de griffon, comme nous le montre d'ailleurs Shanks avec ses attaques en animé. Pour ce qui est de son attaque trépas divin empruntée à Goldie Roger, cela nous apprend qu'il existe un haki divin, extrêmement puissant, pouvant être atteint avec le haki des rois développé à son maximum. C'est en effet avec ce genre d'attaque que l'on peut battre en un coup un pirate comme Eustace Captain Kidd, mais également de blesser les chevaliers divins, qui tirent leur immortalité du pouvoir du dieu Anubis et que seule une attaque tueuse de Dieu peut blesser. Cela a d'ailleurs été montré avec l'attaque de Scopper Gaban du nom de H Céleste, qui a une connotation divine. À propos de Shanks, cela a dû d'ailleurs lui faire mal de savoir qu'il est issu d'une famille de traîtres, faisant elle-même partie des Down comme Luffy. C'est sans doute la raison pour laquelle il a pleuré après que Goldie Roger lui ait raconté ce qu'il a trouvé sur l'autel, précédemment nommé Raftel. Revenons maintenant au pouvoir de Im-sama de donner une puissance hors du commun contre une partie de l'espérance de vie. Ceci nous rappelle le pouvoir du fruit du démon de Big Mom, qui permet de prendre une partie de l'espérance de vie volontairement, ou sous la peur. Im-sama utilise ainsi comme je l'ai dit auparavant un pouvoir similaire aux autres fruits du démon existants, ayant lui-même pris les pouvoirs de Ray à la source.
On peut ainsi en conclure que Im-sama transforme les gens lorsqu'ils ont de la haine envers lui, et ceci sans avoir besoin de leur accord. Le pouvoir de transformer en démon s'appuie quant à lui sur le fruit de Bonclay, alias Mr. Two, ainsi que celui de Kinemon, et sans doute le fruit de Sugar. Ces trois fruits sous leur version Horus forment ainsi ce pouvoir étrange de transformation forcée. J'aimerais maintenant que l'on explique les différents symboles de One Piece. Tout d'abord, le symbole de la marine est celle d'un faucon et d'une clé à molette à tête double. Cela car comme on l'a vu dans la stèle sur la Terre lors des mini-aventures d'Ener sur la Lune, nous voyons Pell et Shaka sur l'arche lunaire, en train de construire un petit robot. Ce symbole représente ainsi l'alliance entre Horus et Anubis lors du premier monde. Pour ce qui est du symbole du gouvernement mondial, ceci représente la suprématie d'un seul dieu soleil, représenté par la boule au centre, sur les quatre autres dieux, qui sont le dieu de la forêt, le dieu de la terre, le dieu de la pluie et le dieu de la mer. Ener avait d'ailleurs fait graver à 2 endroits ce symbole sur son arche Maxime, lui qui est un Bilkéen comme Pell le faucon, d'où l'importance pour lui d'être supérieur à tout le monde. Ce symbole représente toutefois également l'arme antique Uranus, pouvant tirer des obus géants effaceurs de continents, comme le fait l'arche Maxime d'ailleurs. Pour en finir avec elle, cette dernière arbore également la tête de Horus, le dieu solaire, avec son troisième œil au milieu de son front. Passons maintenant au symbole biblique dans l'ancienne église de Kuma. Ce dernier représente les emplacements des 4 autels de la cité de Chandora, ainsi que la cloche en or au son centre. En effet, l'autel du dieu de la forêt Sun Wukong est très éloigné des autres, ce qui permet d'étirer la croix, tandis que la cloche en or est au centre des 3 autres autels, et est ainsi ce soleil. Comme je l'ai dit lors de mes précédentes vidéos, cette cloche en or permet d'attirer les fruits du démon et est ainsi la part du soleil que Nika a volé lors du premier monde. Voilà, vous savez presque tout maintenant. Et n'oubliez pas le plus important. Free Palestine. Et vive les peuples libres.